personnes, voilà. Je partage un peu. 2 personnes. Voilà, 5 personnes de connectées. Bon, il est quelle heure? Ouais, 11 h moins dans 10 minutes. Bon, je vais commencer certainement dans 5 minutes parce que j'ai la route à faire. Je dois repartir sur Paris. Je suis en ce moment en province, donc en Normandie. Passer les fêtes de Noël en famille. Donc voilà, je vais donc commencer un peu plus tôt parce que je dois faire la route. Je dois prendre la route pour Paris. Et donc voilà, normalement aujourd'hui, tout comme je l'ai annoncé, je parlerai de, comment dire, bonjour Stéphane, voilà, et tous ceux qui sont là déjà. Il y a mon grand frère Régis, Massimba, lui-même Limana Kumbo, le crocodile américain, le vrai crocodile. Voilà. Le Diboga Power. Donc, grand, je te suis, hein, depuis où je suis, tout le reste, je te suis, c'est bien. Tu as un esprit, grand. Tu as un esprit. Et donc, j'ai annoncé sur mon direct que j'allais parler du décès du soldat Bunda, qui est un enfant du Mapan et de la zone de Moulébidol, je crois, dans les PKC. Pas je crois, il est de là-bas. Moulébidol, c'est ce nom-là, c'est le nom de cette zone a été donné par mon oncle Marcel. Donc, c'est chez moi, en Moulébidol. Et comme on dit, je suis général des Mapan et tout le reste. Je connais toutes ces zones-là. Donc, voilà, en gros. J'ai vu quelqu'un qui m'a dit ah Evra, bonjour, méthode et tout le monde, Raïssa, Tchello, voilà, bonjour à tous, joyeux Noël, Frédéric Mbadinga, Stéphane, Régis Massima, joyeux Noël à tous, Aubin Hugues Mangala, joyeux Noël, donc, lorsque j'ai publié, il y a un petit plaisantin qu'on appelle Yangari, Dibandou Yangari. C'est mon ami et mon frère. Bon, moi je l'appelle le petit plaisantin, on a notre petit humour à nous. Je crois qu'il a sorti, il est arrivé sur ma publication pour dire que voilà, pourquoi c'est maintenant qu'on agit et tout le reste. Non, moi j'ai été victime du BE2 pendant plus de 10 fois. Et pour ce que les gens ne savent pas, c'est que tout récemment là, permettez-moi, là je suis engagé et je vais lancer parce que je ne veux pas attendre longtemps, je vais dire ce que je pense et puis s'ils veulent, ils prennent la vidéo, ils amènent ça où ils voudront. Tout récemment, ce que les Gabonais ne savent pas, c'est que tout récemment, j'ai été arrêté encore par le BE2, malgré le fait que le président de la République m'a présenté à Kingele comme étant, ou m'a reconnu comme étant le général de Mapan devant tout le monde à Kingele. Le BE2 m'a arrêté. Le BE2 m'a menotté par l'arrière, cagoulé. Ils m'ont emmené au BE2. Ceux qui ne savent pas au BE2, c'est que ma mère a travaillé 15 ans au BE2. Ma mère a travaillé 15 ans au BE2. Et son patron à l'époque aimait bien me voir. Donc demandait à ma mère de m'amener au BE2
pour passer la journée. Donc, dans tous les bureaux de BE2 là, à 7 ans, vous savez les souvenirs, quand vous avez 7 ans, 8 ans, c'est des souvenirs qui restent parfois très longtemps. Aujourd'hui, j'ai plus de 40 ans. Alors, donc, le BE2, je connais le BE2 comme ma poche. Comme ma poche. Vous pouvez me prendre en Chine, vous amener en voiture jusqu'au BE2. Le jour où on rentre au BE2 et qu'on gare et qu'on me demande, on me dit, attention à la marche, fais attention à la marche. Je sais où je suis. Parce que j'ai une technique que j'utilise. Lorsque je monte quelque part, je prends mon pied, je l'étire légèrement. Si mon pied arrive au bout de la marche, c'est le BE2. Parce que le BE2, les escaliers n'ont pas plus de 50 cm. Lorsque je pose mon pied et que je l'étire plus long et que ça n'atteint pas le bout, c'est en fait, c'est des escaliers plus longs. Donc, je peux me retrouver certainement à la DGR. Mais ça dépend de la manière dont la voiture monte. Étant cagoulée, tu sais que au BE2, on monte tout droit. Il tourne la voiture et il gare en face de l'entrée. À la DGR, ils vont venir tout droit. Vous allez voir que la voiture va faire une allée, va prendre la gauche. Tout de suite, va prendre la gauche, va rentrer et va se positionner en avant. Donc, tu sais que ça, c'est la DGR. Quand c'est la PJ ou encore d'autres unités, on sait d'où on nous amène. Moi, je sais. Et quand je suis au BE2, je connais. Quand je monte des escaliers serrés, on me dit attention, attention, on me fait monter les escaliers. Je sais que je suis au BE2. Et il y a 2 semaines, j'étais arrêté au BE2. Pour les Gabonais qui ne savent pas, je vous informe. J'ai été arrêté au BE2. On m'a pris devant, comment on appelle ça? Devant le ministère du Transport. J'étais en train de vouloir faire les papiers de la voiture que j'ai donné à mon chef d'état-major. J'étais garé en face au lavage là, avec mes gars, témoins, méthode et d'autres personnes, Marcel Ibinga et tout le reste, ils étaient là. Au moment où je me suis levé parce que j'attendais le monsieur qui devait s'occuper de mes documents, c'est ainsi que j'ai vu des gens cagoulés avec des kalachnikovs qui m'ont demandé de monter dans la voiture. J'ai dit je ne monte pas. Ils m'ont dit évite qu'on soit brutal, monte. Au moment où j'ai voulu monter, j'ai pris mon téléphone et remettre mon téléphone à, comment dire, à mes gars qui étaient là. Mes gars qui étaient là. Et c'est comme ça qu'ils ont arraché le téléphone. Et quand ils ont arraché le téléphone, je ne savais pas parce que j'avais peur. Vous savez, en ces temps-ci là, où on est à la transition, on ne sait pas quel est le gars qui peut porter la tenue et qui peut prendre des kalachnikovs, je ne sais où, et venir jouer au faux militaire ou bien au faux policier. On ne sait pas, on est dans l'ère de la transition, donc il y a des choses qui ne sont pas claires. Déjà, vous-même, vous voyez, de par le fait que le président me présente à Kingele et tout le reste me reconnaît, me réhabilite, mais malgré ça, quand même, il y a des individus qui trouvaient moyen de vouloir venir me chercher. Et ça, ils avaient tenté déjà même 5 jours avant. Si ça n'aurait pas été un des collaborateurs du chef de l'État, j'étais dans sa voiture au CK2. C'est lui qui avait dissuadé d'abord un lieutenant dont je tiens le nom par discrétion parce que ce dernier, il s'était montré poli et je ne crois pas que ce soit lui qui avait orchestré cet enlèvement ce jour-là encore. Donc vous comprenez que moi je me permets de parler aujourd'hui. Ce n'est pas, si je parle, c'est parce que il faut qu'on parle. Moi je me suis abstenu de parler parce que d'un côté, je suis avec le chef de l'État. Et moi j'ai toujours servi les chefs de l'État. Peu importe ce que les gens peuvent raconter, moi je sers les chefs. Aujourd'hui, je sers Oligui Nguema. Et je le servirai jusqu'à la fin. Je n'ai jamais trahi qui que ce soit. Ce sont les collaborateurs du chef qui ont toujours trouvé en moi une menace. Tout comme ce que je suis en train de vous expliquer. En quoi, pourquoi je devais être arrêté 2 semaines après que le président ait dit devant tout le monde et devant les membres du CTRI que voilà, je connais le général, je connais Hoffman, voilà, il m'a levé la main devant tout le monde pour dire que voilà, il reconnaît en moi le leadership du MAPAN. Pourquoi? Pourquoi on m'arrête? Et puis pour me poser des questions bidons. Bon, vous savez, si moi j'ai parlé aujourd'hui, si je parle aujourd'hui, c'est parce que je veux. Je n'ai demandé la permission à personne. D'habitude, je demande la permission quand il s'agit de parler parce que lorsque vous faites partie d'un groupe d'intérêt commun, on ne sort pas n'importe comment pour dire n'importe quoi. Mais là, je suis sorti. C'est comme un petit soldat qui se rébelle. Et je ne crois pas qu'aujourd'hui, tout ce qu'on peut dire, le chef de l'État est à l'origine de tout ce qui se passe.
Le pauvre, il est là et il y a beaucoup de petits voyous qui veulent le couper de l'herbe en dessous des pieds. Des têtus et tout le reste. Qui ne veulent pas comprendre. Qui veulent faire à leur tête. Donc, pour revenir à ce que je disais, je dis, j'ai été arrêté pourquoi? Au B2, il y a 2 semaines, avant que je ne vienne à Paris. Il y a 2 semaines, j'ai été arrêté pourquoi? Malgré le fait que le chef et ces gens-là qui sont soi-disant entre guillemets dans le renseignement savent que je parle avec le chef. Ils savent ça. Mais pourquoi ils m'ont arrêté? Parce qu'ils ont voulu créer une confusion entre le chef et moi. Parce que ma famille a failli monter au créneau. C'est moi qui ai demandé à ma famille de ne pas parler. Parce que ma famille m'a dit, mais ça veut dire quoi, c'est ça? À peine on te voit avec le chef de l'État, maintenant ça reprend encore, on te kidnappe et tout le reste. Mais il faut que Oligui nous dise réellement quel est le rôle que toi tu joues au sein de ce système. Parce qu'à peine on te prend, à peine on te salue, à peine ça y est, on te prend encore. J'ai été kidnappé. J'ai été kidnappé il y a 2 semaines par les gars du B2. Ils m'ont cagoulé 2 cagoules. J'ai tout fait. Je suis arrivé. Ils m'ont fait monter les escaliers. Et arrivé dans une salle, ils m'ont menotté par l'arrière. J'avais des menottes par l'arrière. Et ils m'ont posé des questions. Ils m'ont posé des questions. J'ai répondu aux questions. Ils savent toujours que moi, à chaque fois qu'ils m'attrapent, je n'ai pas besoin de quoi. Et ce que je prie toujours même, c'est que je meurs au B2. Le jour où je vais mourir au B2, on va vous brûler le B2 là. Et je prie ça tous les jours, qu'à chaque fois que vous m'attrapez, qu'on me tue là-bas. Je vous jure qu'on va brûler ça. Le B2, c'est une base militaire dans un Mapan. Prenez ça, mettez bien ça dans la tête. Le B2, c'est une base militaire dans un Mapan. Si 1000 personnes font irruption au B2 là-bas, vous n'allez pas les contenir. Il faut vous brûler ça, et vous brûlez vous tous autant que vous êtes. Parce qu'il y a des choses qu'on ne tolère pas. Même si ce gars-là, c'est un militaire comme vous, vous n'avez pas le droit de torturer quelqu'un jusqu'à le tuer. Pour une affaire de bijoux. Et j'espère que ces bijoux-là, le propriétaire ira au paradis avec ça. Et présentera ces bijoux-là à Jésus ou à Dieu. Pour dire, j'ai gardé des bijoux et tout le reste, j'ai protégé contre vents et marées tous ces bijoux-là. Ça, c'est des choses qu'on ne tolère pas. C'est des choses qu'on ne tolère pas. Et moi, je ne tolère pas ça. Aujourd'hui, je parle en tant que général de Mapan. Je dis, je condamne avec la plus grande énergie ce qui s'est passé. Ce n'est pas parce que nous, on ne veut pas parler, on ne parle pas parce qu'il y a des codes qu'il faut respecter. Je ne peux pas continuer à enfoncer mon chef quand je soutiens mon chef. Et je sais qu'il n'est pas dedans. La preuve, c'est que moi-même, quand j'ai été arrêté, j'ai fait tout pour qu'on le contacte. Parce qu'on m'a arraché mes téléphones. Ils sont restés près de 2 semaines avec mes téléphones. Je n'avais pas de téléphone. J'ai dit, je ne vais pas aller. Le jour où ils m'ont pris, parce que j'étais en train d'expliquer, ils m'ont menotté par l'arrière. Ils m'ont posé des questions, plusieurs questions. J'ai répondu à ces questions. Ils ont demandé où était Samy, mon chef d'état-major. Ils m'ont dit, ne c'est même pas la peine de mentir. Ils m'ont dit, donne-nous ton code. On ne va pas le répéter 2 fois. J'ai donné le code. Je m'en fous. J'avais quoi à cacher là-dedans? J'ai donné le code. Et ensuite, ils m'ont emmené dans un cachot. Parce que là où j'étais menotté par l'arrière sur une chaise, il y avait une clim dedans. Mais j'ai comme l'impression que c'était une salle de torture. Parce que les gens, quand ils rentraient dans la salle, c'était le bruit de... Vous voyez le bruit de cellule, la porte en fer qui fait... Parce que si c'est dans un bureau, ils m'ont fait monter les escaliers. Mais si c'était dans un bureau, la porte devrait avoir un autre son. Mais la porte avait le son de genre une porte en fer qui pèse et tout le reste. À chaque fois qu'il rentrait, venir me poser des questions. Il y a un qui est rentré même, avec qui je parlais et tout le reste. Je dis, mais vous m'arrêtez pourquoi? Je fais quoi? Et tout le reste. J'avais même peur parce que je me suis dit que, oh, peut-être même que c'est un coup d'état encore qui se passe. Mais voilà, on m'a encore arrêté pour je ne sais quoi. Est-ce que je suis dans un coup d'état? Est-ce que je menace un coup d'état ou quoi? Ou je menace un pouvoir? Alors, le gars m'a dit non, tu ne parles pas avec moi, moi je ne suis pas là pour toi. Ceux qui t'ont arrêté, ils sont dehors. Moi, on m'a demandé de venir te garder, donc ce n'est pas la peine de parler avec moi. Je me suis tué. Et ensuite, ils m'ont pris, ils m'ont emmené dans un sous-sol. Là-bas, il y avait aussi des militaires enfermés parce que j'entendais le bruit. Ce n'est pas la première fois. À chaque fois qu'on m'a amené souvent là-bas, qu'on m'a mis au sous-sol, je me suis souvent retrouvé avec des militaires enfermés. La dernière fois que j'étais
là-bas enfermés et qu'on m'a envoyé en prison, les Yanougoulou et son ami Nouridine, j'avais trouvé des militaires qui avaient perdu une arme. Et ils avaient déjà fait près de 1 mois là-bas, au sous-sol. Donc j'ai écouté le bruit, j'ai su qu'il y avait des militaires punis là-bas au sous-sol. Moi j'étais dans un autre endroit. Je ne savais pas. J'avais 2 cagoules et j'ai respiré à peine. Je criais, chef, chef, je n'arrive pas à respirer. Chef, chef, personne. Je disais aux militaires qui étaient enfermés d'alerter le chef là-bas que j'ai des problèmes de respiration. Je souffre de l'asthme. À chaque fois qu'on m'arrête, mes parents amènent toujours ma ventoline. Ou si j'ai ma ventoline sur moi, je l'utilise. Alors, ils m'ont mis 2 cagoules bien serrées. Et j'avais des menottes à l'arrière, figurez-vous. Pas des menottes américaines, des françaises. Les menottes françaises, quand tu bouges, ça serre. Tu bouges, ça serre. Figurez-vous que vous avez des menottes derrière. Ils m'ont amené dans une salle. Ils m'ont dit, attention, il y a le mur. Ils m'ont fait asseoir comme ça. Dans cette position, contre le mur. Et donc, j'étais comme ça. Et quand il fallait que je dorme, je faisais ça. Je m'allongeais le long comme ça. Je lève les mains. J'ai eu mal. C'est une torture. C'est une torture. Ils m'ont torturé. Et aux environs de 19 h, pendant que je pensais qu'il était déjà, il était au moins 3 h du matin, parce qu'ils m'ont pris de 9 h, de 10 h jusqu'à 19 h. J'étais cagoulé. J'étais cagoulé. De 10 h à 19 h, j'étais cagoulé. Tout était fermé. Je ne voyais rien. C'est ainsi que... voilà. Donc, quand j'ai appelé de l'aide, j'appelais de l'aide. Personne ne réagissait, mais les militaires en question cognaient aussi là-bas. Je crois que, en fait, j'avais comme l'impression qu'on était dans 2 salles. Ou peut-être qu'on était... parce que je n'ai jamais vu l'endroit. Peut-être qu'on était au sous-sol. Parce qu'au sous-sol, en fait, quand tu rentres au sous-sol, il y a les douches et tout le reste. Et il y a des cellules le long. Il y a 1, 2, 3. Donc, il y a, je crois, 6 cellules le long. Il y a un couloir. Mais... la dernière fois que j'étais là-bas, nous on dormait dans le couloir parce que le directeur du BED en question avait fermé une cellule où il y a un jeune qui s'était suicidé. Donc ils ont fermé les cellules, plus personne ne rentrait dans les cellules, on dormait dans le couloir. Il y a les moustiques et tout le reste, il y a les toilettes sont sales et tout ça là-dedans, il y a les fuites d'eau et tout ça. Au BED. Alors, donc, quand ils m'ont sorti de là-bas, quand ils m'ont sorti, bon oui, après à un moment donné, quand j'appelais, j'étais fatigué, je me suis dit, bon, ça va. Mais je me disais, je n'allais pas atteindre le matin parce que j'avais des problèmes de respiration et je me disais, c'est sûr que je vais m'étouffer dans le sommeil et je vais mourir. Mais je priais pour que je meure. Et le bœuf de là, on devait brûler ça, bien brûler. Tous mes gars le savent. Le jour où je meurs là-bas, on brûle le bœuf de bien brûlé. Ce n'est pas les histoires que vous racontez là. Ce n'est pas les fausses âmes que vous avez là. Les gens qui ont les âmes, c'est la gère, ce n'est pas vous. Vous êtes des menteurs. Vous n'avez rien. Au BED. Vous n'avez rien. Vous êtes des menteurs. Moi, j'ai été une victime et je parle en tant que victime. Je parle en tant que victime. À plusieurs reprises. Quand je suis sorti de là où j'étais, j'entends la porte s'ouvrir et tout. Je dis, ah Dieu merci. Au moins, ils vont desserrer les menottes qui m'ont attaché par l'arrière. Au moins, ça va me permettre de dormir. Alors, quand je sors, je vois quelqu'un encagoulé qui me dit, bon, on m'a envoyé venir te délivrer et tout, te sortir de là. Bon, écoute, de toutes les façons, tu sais, quand on travaille pour un système, il faut être vrai et tout le reste. Si dans ton téléphone, il y a des choses compromettantes, je te demande, ils veulent me faire croire que c'est le président qui a demandé peut-être de vérifier des choses ou quoi. C'est pas le président. Moi, je parle avec le président, c'est pas le président qui a demandé ça. C'est des gens qui ont des plans derrière la tête et qui ne cherchent je ne sais quoi. Mais vous allez être découverts. Et cette enquête-là qu'on a lancée, là, tous ceux qui ont participé, vous allez payer ça. Vous allez payer parce que le sang de Bunda va parler au nom de tout ce que vous avez fait là-bas dans le BE2. Vous allez payer au BE2 là. Le BE2, c'est la Gestapo. C'est un endroit qui doit être fermé, monsieur le président. On doit fermer le BE2. Ils ne respectent pas les droits de l'homme là-bas. Alors, donc, quand on me sort de là-bas, qu'est-ce qui se passe? C'est que, comment dire, le monsieur me parle, comme je disais, il me dit,
Ouais, voilà, si tu as des choses compromettantes, il faut que tu fuis déjà. Voilà les clés de ta voiture. Tu vas retrouver les clés et tu vas retrouver ta voiture au même endroit. Au même endroit, oui, au même endroit. Ils avaient déjà pris ma voiture. Quand je suis arrivé sur place, on m'a dit que la voiture là, venait de garer là. Ils avaient pris ma voiture, ils ont fouillé ma voiture, ils ont pris quelques babioles qui étaient dans la voiture même, des petits voleurs. Des petits voleurs. Alors, il me dit non, ben, si tu as des choses compromettantes, mieux tu prends les clés de ta voiture et puis tu fuis déjà. Parce qu'on va t'arrêter. Vous allez m'arrêter par rapport à quoi? Je me reproche de quoi? C'est vous qui êtes faux et c'est vous qui voulez monter, qui doutez sur comment dire, la fidélité des uns et des autres. C'est vous qui êtes faux. Vous êtes faux parce qu'on ne sait pas ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de saboter la transition. Vous êtes en train de saboter le CTRI. Par vos méthodes draconiennes et tout le reste. Vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux au B2. Vous n'êtes pas sérieux. Le B2, c'est une république, je ne sais pas, peut-être la Corée du Nord, au Gabon. Le B2, c'est la Corée du Nord, puisqu'aucun avocat n'a le droit de rentrer là-bas. Lorsqu'on vous arrête, aucun avocat, aucun parent, vous prenez pour qui au B2? Vous prenez pour qui? Faites ça avec vos amis militaires ou quoi que ce soit. Nous, on n'est pas militaires, on est des civils. Et si nous, on doit être arrêtés ou quoi que ce soit, ça, à la PJ, à la, comment dire, à la DGR, ou je ne sais quoi, nous, on va faire quoi au B2? On fait quoi là-bas? Nous, on fait quoi là-bas au B2? Nous, les civils, on fait quoi là-bas? Et on arrive à un endroit où vous ne savez pas respecter les droits de l'homme. Vous ne les respectez nullement. Et moi, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, concernant comment dire, la mort du frère Bunda, le B2, monsieur le président, je sais que vous allez forcément voir cette vidéo, ou à défaut de cela, je vais moi-même m'expliquer sur la vidéo, sur ce que j'ai fait, parce que je n'ai pas voulu vous faire état de ce qui se passe depuis la mort de ce jeune homme. J'observe et tout le reste, mais j'ai voulu parler là pour que tous les Gabonais apprennent. Parce que demain, on ne dira pas que c'est elle qui m'a demandé de dire ceci, cela, ou de faire quoi que ce soit. Voilà pourquoi je n'ai contacté personne. J'ai décidé de parler de moi-même. J'ai décidé de parler de moi-même pour que les gens comprennent que le B2, c'est un endroit insolite et dangereux, le B2. Le B2, c'est la Gestapo. Pour ceux qui sont allés là-bas et qui sont torturés, moi j'ai été au B2 à chaque fois, Dieu merci, ils ne m'ont jamais tapé. Mais ils m'ont torturé autrement. Ils ne m'ont jamais, ils ont osé me torturer, prendre des objets, me frapper, tout le reste. Mais ils l'ont fait autrement. Ils l'ont fait autrement. Marc Alain, bonjour. Ils l'ont fait autrement. Et mon arrestation faite par Nourdine et Yann Ngoulou, je vais vous expliquer. Pour que vous compreniez que ce B2-là, c'est vraiment un endroit où si on vous envoie là-bas, si vous avez des problèmes d'ordre politique et qu'on vous envoie là-bas, je vous jure que vous êtes mal barré au B2. Le B2, Dieu merci, les choses n'ont pas changé, parce que si ça avait changé, on aurait dit peut-être que, voilà, oui, c'est faux, c'est l'ancien système, ou quoi qui est parti avec vous. Vous-même, vous voyez que les méthodes sont les mêmes. En fait, en réalité, ce sont les mêmes gens-là qui ont passé le temps à torturer les Gabonais, qui sont toujours au B2 là. Logiquement, le président Oligui doit lever toute l'équipe là-bas, changer toutes les équipes de là-bas. Parce que la contre-ingérence pour eux-mêmes, les militaires et tout le reste, ils en ont besoin. Quand il faut porter plainte à un militaire, c'est au B2 qu'on le fait. Et croyez-moi, je ne vais pas forcément enfoncer. Je dis aussi que, en ce qui concerne les conflits militaires et tout le reste, les conflits entre civils et militaires qui sont réglés là-bas, parfois ils sont très bien réglés en faveur des civils aussi. Donc ça veut dire que l'institution en elle-même, elle travaille aussi quelque part. Mais seulement le côté où ils doivent attraper des gens et où ils doivent jouer aux tortionnaires, ça, il y a trop d'abus là-bas. Il y a trop d'abus. Moi, lorsque j'ai été arrêté par sous les ordres de Yann Ngoulou et de
comment on appelle, de Nono. Parce que c'était pas la première fois. La première fois, j'ai été arrêté. La deuxième fois, je veux parler de la dernière fois. C'est celle qui est plus importante. Donc, celle où je suis arrêté par Yann Ngoulou et Nouridine Bongo. C'est quoi? C'est-à-dire qu'on te montre une histoire bête. On envoie au BE2 pourquoi? Parce que, je vous dis, hein, lorsqu'on vous envoie à la PJ, soyez contents. Pourquoi? Parce que la PJ, pour les problèmes politiques, la police judiciaire ne se mêle pas totalement. Ne se mouille pas. N'aime pas se mouiller. La police judiciaire que vous entendez, police judiciaire, ne se mouille pas totalement. Pourquoi? Parce que la police, si on vous envoie à la police, quand vous arrivez, ils vous demandent les faits. Ils vous écoutent. Et ils se rendent compte que c'est des trucs bizarres, bidons. Ils vont vous dire, ah, vous, vos problèmes là, vous-même, allez-y régler là-bas, vos problèmes et tout le reste. Bon, nous, on va monter la procédure et on va la transmettre simplement. C'est ce que les policiers font. Et dès qu'ils montent la procédure, puisque c'est des OPJ aussi, donc quand ils montent la procédure, ils vous font monter directement au tribunal. Et au tribunal, quand vous arrivez devant le procureur n'a pas véritablement des éléments pour vous enfoncer. Parce que aussi les procureurs aussi, ce sont des bandits. Les procureurs de notre... Moi, je sais de quoi je parle. Et même si un procureur me porte plainte, j'ai des preuves qu'il a plongé. Tel que, exemple, l'ancien procureur qui est parti, c'est lui, il a fait tout pour m'envoyer en prison avec l'accord de Nouridine Bongo et de comment on l'appelle, de Yann Ngoulou. Parce qu'il devait protéger son poste. Il a fait. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Alors, donc, quand vous arrivez au tribunal, le procureur, si c'est la PJ, parce que les policiers, la police judiciaire va établir un procès verbal propre, en bonne et due forme. Donc forcément, quand ça arrive devant le procureur a honte, parce que le PV est clair. Que bon voilà, il a dit ceci, il a dit cela. Bon maintenant, il va faire la prison comment? On vous renvoie. Moi, on m'a renvoyé comme ça à plusieurs reprises, quand on m'attrape par la police. Si bien que eux-mêmes, maintenant, ils avaient dit, ne l'envoyez jamais à la police, parce qu'il a des gens à la police. Il faut l'envoyer ailleurs. Parce que quand j'arrive au tribunal, on me renvoie à la police. Que non, ben voilà, la procédure est renvoyée et tout le reste. Quand je reviens à la police me dit, rentre chez toi. Je rentre chez moi. Et c'est comme ça que eux, ils ont choisi des endroits. Ils ont 2 endroits où ils mettent les gens. Où on te met et c'est facile de manipuler. Il y a la DGR. Il y a le BE2. Quand tu es au BE2 là-bas, on a déjà bien attaché, comme on dit en langue pour nous, qu'on a attaché ton problème. Je te jure que tu vas voir ce que tu vas voir là-bas. Là-bas, on fait, à la PJ, on ne fait pas plus de 72 heures. Plus de 72 heures, on doit te présenter devant le procureur. Au BE2, tu peux faire 2 semaines. Tu n'as jamais vu ton avocat, tu n'as jamais appelé tes parents, tu n'as rien fait, tu vas rester là-bas 2 semaines. Il n'y a aucune procédure. Il y a soi-disant des gens, entre guillemets, qui ont fait OPJ, mais OPJ de, je ne sais pas, peut-être du CP1. Qu'ils ont fait l'OPJ là. Alors, moi, quand je suis arrêté par Nouridine et Yann Ngoulou, je suis arrêté pour un problème que je ne connais pas. Il y a le mouvement des casseroles et tout le reste. On avait vu un peu certains frères qui s'étaient immiscés là-dedans et tout le reste, bon, qu'on avait arrêté aussi, qui s'étaient prononcés, qu'on a arrêté, d'autres n'avaient pas été arrêtés. Je peux citer, exemple, Philippe Arsène Ovono, qui a été arrêté. Il y avait Jeff Blancpain, qui ont été arrêtés. Jeff Blancpain, il y avait aussi mon frère et comme il a disparu, son nom c'est père, Ondimba du Trésor. Son nom de famille, c'est Ondimba, un truc comme ça. Qui sont arrivés quelques temps après, parce que moi j'avais déjà avancé. Moi, on m'a arrêté devant ma radio, on m'arrête toujours devant la radio. Même le 25 août, c'est devant ma radio qu'on m'a kidnappé. Alors, parce qu'ils attendent toujours, on dit, bon, il va arriver, et puis on me prend. Mais, on m'a arrêté là. Quand on m'a arrêté, est-ce que j'explique aux gens ce qui s'était réellement passé? Et ce n'était pas la première fois. Quand on m'a arrêté, on m'a amené au BE2, toujours cagoulé. J'ai dit, mais il faut enlever les cagoules parce qu'en fait, en temps réel, quand vous m'amenez au BE2, je connais le BE2. J'ai fréquenté ça, j'avais 8 ans. Ma mère a travaillé 15 ans au BE2. Enlevez les cagoules, amenez-moi seulement tranquillement. Et puis, à chaque fois que vous m'amenez, vous ne me voyez pas en train de bouder ou bien j'ai peur ou quoi. Je n'ai pas peur de vous. Quand vous m'amenez là-bas, moi je fais une prière au fond du cœur. Je dis que Seigneur, je vais mourir dans les locaux du BE2 pour qu'on brûle le BE2 là.
Et on va brûler ça bien. Vous êtes une base militaire dans un quartier populaire. Tuez quelqu'un, moi je meurs au BE2. Je vous jure que vous allez voir tout le monde venir vous casser et brûler tout dedans là. Et c'est ce que je prie tout le temps. Que Seigneur, j'ai envie de mourir ici là. Que je meure là. Vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. Vous allez déplacer. Après ma mort, vous allez construire le BE2 maintenant que je ne sais pas où. Dans une base où je ne sais pas où. Comme vous êtes en train de monter les murs, vous montez les murs, vous allez construire une base du BE2 où les murs touchent les nuages. Comme ça, personne ne pourra monter là-bas. Alors, donc, on m'a amené au BE2. Quand on m'amène au BE2, j'arrive, je suis arrêté. Ça, c'est l'affaire de Yann Ngoulou et de Nono. Quand j'arrive là-bas, on me met directement au sous-sol. Quand j'arrive au sous-sol, je trouve plein de monde là-bas. Et on m'a arrêté avec un petit de belle peinture, deux petits de belle peinture, où ils disent que ce sont mes soldats. C'est moi qui leur ai demandé de casser les voitures de l'armée. Casser les voitures de l'armée. Alors, on arrive là-bas. Moi, je ne connais pas les petits. Les petits ont dit qu'ils ne me connaissaient pas. Donc, on arrive. On est au sous-sol. On est dans le couloir en question parce que les cellules étaient fermées par rapport au fait qu'il y a un petit qui s'était suicidé. Donc, on nous a laissés dans le couloir des cellules. On était là, abandonnés à nous-mêmes, les moustiques et tout le reste. C'était fort. Bon, après, abandonnés à nous-mêmes quand on est dans les cellules, c'est ça d'ailleurs. Hein. Donc, voilà comment un jour passe. Je ne fais que tuer les moustiques. Tu ne dors pas. Tu tues les moustiques toute la nuit. C'est impossible de dormir. Le deuxième jour, voilà comment un petit me siffle à côté. Il me dit que, oh, mes grands, est-ce que tu sais qu'il y a Hoffman qui est dans les locaux? J'ai dit, comment ça, Hoffman est dans les locaux? Et on dit, non, il est là, il est aussi là arrêté, mais il est dans un bureau climatisé. J'ai dit, ah. Mais Hoffman m'a appelé il y a 3 jours, il me disait de venir vers lui. Est-ce qu'on l'avait déjà arrêté ou normalement, il voulait me faire un guet-apens, je ne sais pas trop. J'ai dit, mais comment ça se fait que Hoffman est là? Non, Hoffman a arrêté, il est dans un bureau là-bas. Et Hoffman était dans un bureau avec un des dealers qui a arrêté aujourd'hui maintenant, parmi tous les dealers qu'on a arrêtés. Je ne vais pas citer son nom, c'est un frère aussi et tout le reste, mais il était là-bas. Le dealer en question a fait 6 mois. Et ils l'ont libéré. Ils savaient qu'il vendait la drogue et tout le reste. Ils l'ont libéré 6 mois plus tard. Parce que c'est sûr qu'il avait donné de l'argent. Le dealer en question a fait 6 mois là-bas. Et il y avait un autre monsieur qu'ils ont attrapé, un Congolais, qui avait à peu près la même chose que la mienne aussi, qui était dans les bureaux là. Ils l'ont attrapé à Ekata, la frontière de... Comment on appelle ça? De Mekambo là-bas. Ce qu'il m'avait dit dans la cellule, c'est qu'on l'accuse, on lui dit qu'il a l'or, on lui demande où est l'or, où est l'or. Le monsieur était un monsieur pareil comme moi, il avait la chauve comme moi, mais il avait des cheveux sortis déjà. Quand je suis rentré, même je dis, oh, j'avais comme l'impression de voir mon jumeau. Donc, je suis arrivé là-bas. Quand le petit m'a dit ça, j'ai dit, mais non. Mais comment ça se fait que Hoffman est là? Lui, il est dans les bureaux climatisés. Moi, je souffre avec les moustiques. Je ne connais pas pourquoi on m'a arrêté. Et l'affaire des casseroles, j'ai fait tout pour me mettre à l'écart. Parce que je savais, il y avait des réunions où les nonos disaient qu'il y a Hoffman et moi, il faudrait qu'on nous mette hors d'état de nuire avant les élections. Et j'ai fait tout pour éviter de me mêler, pour qu'on ne puisse pas, pour qu'ils ne puissent pas trouver un moyen de m'attraper. Alors, donc, j'ai fait tout pour ne pas me mêler. Donc, tous ceux qui étaient autour de moi savaient que je ne m'étais pas mêlé, ni de près, ni de loin, pour les affaires de casserole. Alors, donc, ce qui s'est passé, c'est que, au 3e jour, je n'en pouvais plus avec les moustiques et tout ça. J'ai dit, non, là, s'ils veulent me tuer, ils vont me tuer aujourd'hui. J'ai attendu, j'ai cogné, chef. Ils ont ouvert la grille, la porte en fer. Ils ont ouvert la cellule. Dès qu'ils ont ouvert, je suis sorti. Ils m'ont dit, tu vas où? J'ai dit, je ne rentre plus là-bas dedans. Ils m'ont dit, tu vas rentrer. Ils ont tenté de me brutaliser. J'ai dit, ce que vous allez faire, c'est que vous allez me tuer. Vous allez faire entrer le corps là-bas. Mais mon esprit ne va pas rentrer aujourd'hui dedans. Si c'est l'esprit et tout le reste, mon âme ne rentrera pas dedans. C'est le corps que vous allez prendre. Faites tout ce que vous voulez, appeler 1000 personnes, soulevez comme vous voulez. On va jouer, même jusqu'à ce que je n'ai plus d'énergie. Et ils ont commencé à me brutaliser, chercher de me faire rentrer là-dedans. J'ai dit, je ne rentre pas. Je ne suis pas rentré.
Et ils ont appelé un colonel qui est là-bas. Je ne sais pas s'il est déjà retraité. Parce qu'il tout le temps, il disait non, petit, il ne faut pas que tu gaspilles ma retraite et tout le reste. Eh bien, ils ont appelé un colonel qui est directeur des affaires judiciaires ou quoi, je ne sais pas. Là où il a appris l'OPJ, là aussi, je ne sais pas. Si c'est l'OPJ du BE2, je ne connais pas. Donc, ils ont appelé le monsieur en question, ils ont dit que le général ne veut plus rentrer dans la cellule. Le monsieur s'est déplacé, c'était un dimanche. Il s'est déplacé, il est venu me trouver. Il m'a appelé dans son bureau, il me dit, bon, voilà le document, il me donne le document de mise en écrou. On est au 3e jour. C'est un document que j'aurais pu signer le 1er jour. Il me donne le document de mise en écrou. Je lis le document de mise en écrou, c'est écrit que voilà, j'ai le droit d'appeler mon avocat, d'appeler 2 membres de ma famille. Donc ça fait en gros peut-être 3 personnes comme ça ou 4 personnes à appeler. Après il me dit signe. J'ai dit oh. Mais mon colonel, mais c'est bien écrit là, noir sur blanc, que j'ai le droit d'appeler un avocat ou mes parents. Depuis que je suis là, je n'ai pas appelé, mon avocat. Je n'ai ni appelé un parent. Il me dit, toi tu sais lire toi? J'ai dit, oh, mais mon colonel, comment vous pouvez me dire que je sais lire? C'est écrit comment là? Ah non, 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 si tu ne sais pas lire, il a retiré le document. Il a appelé les gars, hé, ramenez-le là-bas. J'ai dit, moi je ne rentre pas là-bas. Je ne vais pas rentrer là-bas, vous allez me tuer. Je ne rentre pas là-bas, je ne rentre plus. Je n'ai rien fait jusqu'à présent, vous ne me dites pas de quoi il s'agit, je ne veux pas. Il me dit, bon, va au pool des OPJ ou quoi. On m'a envoyé au pool des OPJ, là-bas on allait m'entendre. Quand j'arrive devant le frère en question, c'est un frère Nzebi. Donc, moi, je parle Nzebi parce que j'ai vécu chez les Nzebi et je crois qu'à Ndende, on cohabite entre les Nzebi et Nzebi, pour nous, c'est des frères. Donc, on s'entend bien. Moi, je parle Nzebi, je comprends et tout le reste. Alors, donc, j'arrive, j'écoute comment le frère se lamente en langue. Mais moi, il voit mon nom, c'est Kumba, donc il sait que je suis pour nous, il ne sait pas que je parle Nzebi. J'écoute comment il se lamente. Il dit non, mais mon Dieu, je vais faire comment et tout ça là. Et puis, il me dit bon, on va taper ton PV. Il me pose la question. S'agissant de mouvement de casserole, reconnaissez-vous? Je suis resté là. Première question, s'agissant de mouvement de casserole, reconnaissez-vous? J'ai dit, mais mon lieutenant, il était sous-officier ou quoi, je ne sais pas trop comment je l'ai appelé, je crois peut-être le lieutenant ou quoi. J'ai dit, mais mon lieutenant, mais est-ce que vous êtes sérieux là? Vraiment, vous êtes sérieux? Donc, tout le temps que j'ai passé là, normalement, donc je suis ici pour un mouvement de casserole. Et est-ce que vous savez qu'il y a un mois avant, on est venu me chercher devant le couloir de chez moi, ils sont venus avec des voitures cagoulées, ils m'ont pris, ils m'ont enlevé, ils m'ont amené ici pour venir me poser des questions sur la distribution des... À l'époque, c'était la distribution des... Comment ils appelaient ça? Les denrées qu'on partageait là et tout le reste. Je suis arrivé là-bas, on m'a posé des questions. Dis-nous, est-ce que les kits ou quoi, les kits alimentaires se partagent bien? Je dis, mais vous êtes sérieux? Vous venez cagouler et tout le reste. Et ce jour-là, j'ai appelé même ma femme qui était au balcon. Parce que j'ai vu des voitures arriver bizarres encore pour me kidnapper. J'ai dit, chérie, sors, on veut me kidnapper encore. Les gars m'ont dit, calme-toi, ils m'ont montré l'arme, ils m'ont dit, monte, c'est le directeur qui veut te voir. Mais le directeur veut me voir, vous venez avec les armes et les cagoules pour venir me prendre. Et quand j'arrive là-bas, on me pose des questions sur est-ce qu'on partage bien le riz, et bien est-ce qu'on partage bien l'huile. Je dis, mais ça ne vous va pas dans la tête. Les kits alimentaires, merci Birdman et là et Sono. Les kits alimentaires. Ils me posent des questions, mais est-ce que les kits alimentaires se partagent bien? Je dis, mais ça ne vous va pas dans la tête. Donc vous me prenez, vous venez me prendre comme un voleur, comme un bandit, et vous avez même cassé ma voiture parce qu'ils me suivaient derrière, ils ont cogné la voiture par l'arrière. C'est pour me parler du riz, si le riz est bien partagé ou quoi que ce soit. C'est comme ça que je dis à l'officier en question que, mais est-ce que vous êtes sérieux? Il y a un mois, on m'a appelé ici, on m'a arrêté là pour les affaires de kits, on m'a amené ici pour les kits. On m'a libéré à 19h, ou 21h par là, à la DGR, parce qu'ils m'ont amené encore à la DGR. Non, ils m'ont libéré le lendemain, ils m'ont fait dormir une nuit à la DGR. J'ai dormi à la DGR, on m'a menti qu'il y a le général de la DGR qui veut te voir. Ils m'ont amené là-bas et ils m'ont mis en cellule. C'est le matin que j'ai dit que si vous ne me faites pas sortir, je vais faire la folie là. Ils m'ont mis en caleçon pendant la Covid.
Et je suis monté au bureau du directeur, je suis allé expliquer que, mais qu'est-ce que je vous ai fait? Pourquoi vous devez expérimenter les expériences, je ne sais pas, d'arrestation arbitraire avec moi? Je suis quoi? Je suis quel cobaye? Et vous me payez quoi? Ils m'ont donné 100 000 le jour là. Que non, prends 100 000, c'est bon. Et tout ça là, voilà, 100 000 pour ton carburant. Donc normalement, j'ai passé une nuit en cellule, on m'a payé 100 000. Je suis rentré avec les 100 000, je vais refuser ça. J'ai pris les 100 000, je suis rentré avec. Donc, pour revenir à ce que j'ai raconté concernant l'agent, parce qu'il faut que je vous explique un peu ce qui se passe là-bas au B2. Donc, le monsieur me dit ça, je lui dis, mais attends, est-ce que c'est normal? Il y a un mois, on m'a pris pour des affaires que je ne connais pas, on me posait des questions si, est-ce que le riz se partage bien? Est-ce que le ministre partage bien le riz? Mais est-ce qu'on a besoin de m'appeler pour me dire ça? Maintenant, là, vous me dites, s'agissant des mouvements de casseroles, reconnaissez-vous? Je me reconnais où? Ceux qui ont fait le mouvement de casseroles, ceux qui se sont prononcés, vous connaissez où ils sont. Pourquoi c'est moi que vous appelez? J'ai dit, il m'a dit, tu réponds. J'ai dit non. Déjà, un PV, quand on te pose des questions sur un PV et que tu réponds seulement par oui ou non, ça, c'est pas un PV sérieux. Parce qu'il faut que tu expliques, les raisons pour lesquelles on te soupçonne ou bien les raisons pour lesquelles tu n'es pas impliqué. Donc, je dis simplement non. Il m'a dit, il a dit en Zébi, ben Nagno, ça veut dire oh mon Dieu. Et donc, il ne savait pas ce qu'il fallait dire. Et c'est comme ça que il est resté là à chercher. Il a appelé son colonel. Il a dit à son colonel que, mais mon colonel, moi je ne sais pas ce que je dois poser encore comme question ou quoi. Il a dit, le colonel a dit, tu prends tes responsabilités. Il est revenu, il me dit que, mon frère, moi je ne sais pas. Mais j'écoutais. J'écoutais dans le Motorola un peu. Je dis, il dit, mon général. Non, il a dit, mais vraiment, mon frère, je ne sais pas ce que je dois te poser comme question. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et c'est comme ça que je lui ai dit que, bon, je vais quand même ajouter quelque chose. Hein. Ajoute en bas, dit que tout ce que vous êtes en train de faire là, je ne sais pas si le président de la République est au courant de ça. Mais, franchement, arrêtez de me prendre pour un cobaye. Je ne suis pas un cobaye. Vous ne devez pas venir me chercher à tout moment. Vous m'arrêtez pour des choses que je ne connais pas. Je dis, arrêtez, il faut que ça cesse. Il faut qu'on arrête de me prendre pour des choses que je ne maîtrise pas. Et il m'a dit, lève-toi, vas-y. Ils m'ont mis maintenant dans la salle où Hoffman était. C'est de là-bas que j'apprends. Hoffman me dit que non, mais tu sais, moi, on m'a pris samedi parce que moi, on m'avait pris un dimanche. Donc, il m'a dit non. Non, il m'a dit, moi, on m'a pris un jeudi parce qu'on s'était retrouvé un dimanche. C'est le dimanche qu'on s'est retrouvé. Donc, il m'a dit non, on m'a pris vendredi et tout le reste. Il m'a expliqué un peu et tout ça là. Il m'a dit qu'il ne connaissait rien de tout ce qui se passe. Moi aussi, je lui ai dit que moi, je ne connais rien. Je me disais, bon, il n'y a pas de problème puisqu'il n'y a véritablement rien. Il n'y a pas de preuves et tout le reste. On va attendre et puis le tribunal va nous libérer. Voilà comment on va rester plus de 13 jours. Le 13e jour, parce que eux, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils te gardent au moins jusqu'à 13 jours, presque 2 semaines. Et puis, tu peux aller jusqu'à 3 semaines, mais la deuxième semaine, normalement, ils vont simuler quelque chose, ils vont t'amener quand même là-bas. Donc, mon avocat n'avait pas le droit de rentrer là-bas. Ma famille, c'était compliqué. Parce que ma femme et tout le reste, ils ont fait des pieds de grue pour pouvoir s'introduire là-dedans. C'était difficile. Ils sont allés même faire des sittings, s'asseoir devant. Au 13e jour même, avant qu'on nous amène, moi je rentre dans la grève de la faim. Parce qu'on nous sépare, Hoffman et moi. On enlève Hoffman de la chambre en question. On envoie Hoffman au sous-sol. Là-bas, Hoffman tente de se suicider avec son jean. Il attache. Et c'est un des petits qui était impliqué dans mon affaire, qui ne dormait pas totalement parce que tous les gars dormaient. Tous les gars dormaient quand Hoffman a tenté de se suicider avec son jean. Et c'est mon petit qui a détaché le jean et on a ramené Hoffman. Il est revenu nous retrouver. Et quand il est venu nous retrouver, moi je suis rentré en grève de la faim. Ils m'ont prié, ça c'est pendant les 13 jours là, ils m'ont prié de manger, je refusais de manger. Ils m'ont changé de truc, ils m'ont envoyé maintenant à la haut. Et on m'a dit que là où on m'a envoyé là, c'est là-bas où le maire était, le maire de Libreville. C'est un bureau, un grand bureau avec une télé et un bureau de réunion avec une télé et tu dors à même le sol sur le carreau, sur la clim. Et les draps là-bas, c'est les rideaux qui sont sur les murs. Il y a des grands rideaux sur le mur, donc tu te mets
puisque les rideaux touchent le sol. Donc, tu rentres entre les rideaux et tu dors dans le coin comme ça, tu te couvres avec les rideaux là, du froid. Et j'ai fait, comment dire, j'ai fait quelques jours là-bas, près de 5 jours avant qu'on nous présente, parce que j'ai fait la grève de la faim pendant 3 jours. Et le 4e jour, on nous a présenté là-bas. Ils venaient me prier. Oh non, tu ne vas pas manger la pizza. Comme ils croient que moi, je suis un rigolo, que moi, c'est les pizzas, que moi, je suis un enfant, qu'on va me tenter avec les pizzas. Oh, il y a la pizza, mon général, tu ne manges pas. Je dis, je ne mange pas. Je ne mange pas. Donc, voilà comment ils m'ont amené chez le procureur. Là-bas aussi, le grand banditisme. Parce que si on règle le problème du BED, il faut régler aussi le problème du palais de justice. Là, le banditisme qu'il y a là-bas. Encore que bon, il y a un nouveau procureur, je n'ai pas encore vu de trucs, voilà, façon. Mais l'ancien qui est parti là, un bandit, un vrai bandit. Raponda ou quoi là. Donc, quand on m'amène maintenant, on nous amène au tribunal, on nous amène à 9 h. On reste de 9 h jusqu'à 16 h. Le procureur nous dit qu'il ne peut pas nous recevoir. Et en fait, pourquoi? Parce que dans la mafia qu'ils avaient eu à faire, il était question que, normalement, il y ait un bon PV qui puisse, chercher des éléments pour trouver, des éléments qui pouvaient m'amener en prison sans pour autant que les gens ne boudent et ne voient derrière une conspiration. En fait, nous, on gênait Nono et sa bande parce que Nono et sa bande avaient l'intention d'installer un système que vous avez vu d'ailleurs. Nous, on était contre cela. On était avec Ali Bongo, mais on était contre cela. Et Ali Bongo n'était plus aux manettes. Et tout le monde le sait. Donc, nous nous sommes battus. Et à chaque fois qu'on nous posait la question de savoir, nous, on disait toujours qu'on n'est pas d'accord. On n'était pas d'accord que Nono devienne président. On disait que ça ne va pas se passer comme ça. On n'est pas d'accord. Nous, on sert Ali Bongo. On ne servira jamais Nono. Et d'ailleurs, Nono, à chaque fois que je l'ai toujours vu, je l'avais dit que tu es comment dire, tu es le fils de mon patron, tu n'es pas mon patron. C'est Massassi qui l'appelait le petit patron. Moi, je l'appelais Nono. Je dis que tu es mon neveu. Tu es l'enfant de mon grand frère et tu n'es pas mon patron. Moi, j'ai un seul patron, c'est Ali Bongo. Et ça m'a valu toujours les problèmes parce que je disais ça devant les véreux qui étaient autour d'Ali Bongo. Alors, donc, normalement, quand on arrive au tribunal, le procureur regarde le PV. Mon PV, c'est une seule question. S'agissant des casseroles, reconnaissez-vous? Non. La deuxième, c'est là où lui-même, l'accusé s'exprime en disant que arrêtez de me manipuler, tout. Est-ce qu'avec ça, on peut envoyer quelqu'un en prison? Non. Hoffman, on l'accusait d'avoir, d'avoir eu des propos xénophobes, où il disait que, voilà, on ne peut pas se faire diguer par une province, ou quoi, des conneries montées de toutes pièces et tout ça là, et ils avaient des audios qui l'ont... D'abord, vous-même, vous savez qu'en justice, normalement, on ne peut pas prendre des audios d'un ami qui t'enregistre comme preuve devant un palais de justice sérieux. Mais Hoffman a fait la prison de 3 ans là, parce que, bon, c'est le pays, il est ce qu'il est. Mais on ne peut pas prendre des audios. D'abord, il faut authentifier ces audios-là. Qu'est-ce qui prouve que c'est moi? Quelqu'un peut faire ma voix. Mais on l'a envoyé en prison à cause des audios de soi-disant son petit qu'il a enregistré et tout le reste. On a pris ça comme élément pour l'envoyer en prison. Mais vous savez bien que ça, c'est des républiques bananières. C'est des républiques, et bien la justice bananière. C'est une justice bananière. Donc, normalement, le procureur va nous renvoyer là-bas parce qu'il n'y a pas trop d'éléments. Le fait qu'on a arrêté le général de Mapane et qu'en réalité, on n'a pas vu le général de Mapane s'afficher sur les réseaux concernant l'affaire de casserole, il faut trouver des éléments qui puissent amener le général à prendre ses responsabilités. Et d'ailleurs, lors des meurtres des PK et tout le reste, moi j'avais pris la parole dans ma radio et j'avais dit que je condamnais cela. Donc je crois que je menaçais déjà certaines personnes qui étaient à la tête de ça. Donc du coup, il fallait qu'on arrête le général. Ça, c'est des choses qu'on vous dit aujourd'hui que vous ne maîtrisez pas. Parce que quand il y a des petits cons de la diaspora là, qui se permettent de raconter des bêtises et tout le reste, et nous, on subit au pays, nous parlons des choses qu'eux, ils ne sont pas capables de parler sur place et d'assumer sur place. Et ce sont eux qui veulent nous faire le bruit. Nous, on assume des choses dans le silence, on parle à haute voix, les gens voient. Donc,
Voilà comment on nous renvoie au B2. Quand on nous renvoie au B2, en fait, il faut trouver un moyen de enfoncer le général. Alors, voilà comment, quand on nous renvoie au B2, on ne reste pas plus longtemps. Hein. Je crois qu'on est resté en tout peut-être 15 jours, un truc comme ça. On est resté 15 jours, on est revenu au tribunal. Quand on est revenu au tribunal, je suis étonné. On arrive au bureau du procureur, le procureur nous jette. Là, maintenant, on devient une balle de ping-pong. Quand vous voyez ça déjà, ça veut dire que non, tout est déjà bien ficelé, vous allez rentrer en prison. Et puis, on va au bureau du procureur. Le procureur nous renvoie chez le substitut du procureur. Quand on rentre dans le bureau du substitut du procureur, le substitut du procureur prend le dossier, il dit, Gaël Koumba, on vous reproche d'avoir fait un meeting dans les PK. J'ai dit, non, vous trompez de personne. Je n'ai jamais fait de meeting dans les PK. Il y a peut-être 2 semaines, je n'ai pas mis les pieds dans les PK. Parce que je savais qu'il y a des endroits que je ne devais pas mettre les pieds. On m'attendait seulement la petite erreur. Donc je suis resté dans mon coin. J'ai évité de rentrer dans quoi que ce soit. J'ai dit, il y a 2 semaines, je n'ai pas mis les pieds dans les PK. C'est impossible, ce n'est pas moi. Ah non, je me trompe de dossier. C'est Hoffman. Hoffman, ouais. Et puis on me dit de sortir. Hoffman reste à régler tout. Quand on sort de là, le substitut du procureur dit, après 1 heure, il dit, allez-y chez le juge d'instruction. Oh, juge d'instruction, cabinet spécial. Quand on marche là, j'ai dit, il est quelle heure? Il est 16 h. On est venu à 9 h. Il est 16 h. Pour avoir eu une expérience dans ces histoires-là, j'ai dit à Hoffman que Hoffman, appelle ta femme, puisqu'on avait encore, on nous avait remis les téléphones. On avait récupéré nos téléphones là-bas. On nous a remis les téléphones. J'ai dit, Hoffman, appelle. Moi, j'avais le crédit. Je lui dis, bon, prends le téléphone, appelle ta femme. Je crois que ce soir, on va dormir en prison. Il me dit, non, comment ça? Et tout. J'ai dit, on va dormir en prison. Là, on est dans le couloir de la mort. Il est 16 h. On ne sort pas du couloir là. Sauf un coup de fil de là-haut. Mais là-haut, là, c'est qui? Ali Bongo n'est plus au pouvoir. C'est les gars là qui gèrent. Ce sont eux qui sont présidents. Donc, en temps réel, là, on est parti en prison, sans faute. J'ai dit, appelle. Il dit, non, c'est pas vrai. J'ai dit que là, il est 16 h, on ne peut pas sortir de là. Puisque moi-même, je savais que je n'avais aucun allié. Et qui devait prendre, quel est le ministre, même le ministre qui s'entendait avec moi, quand les choses ont tourné, que je suis devenu la bête noire de Nono et sa bande, plus aucun ministre ne parlait avec moi. Quand tu envoies le message, c'est même bonjour, grand, il ne répond pas, et tout le reste. Donc, moi, je savais que là, effectivement, on m'avait déjà mis dans cette affaire-là, j'ai rentré en prison. Et d'ailleurs, mon avocat, quelque temps avant, m'avait dit qu'il faut faire attention, les gars là vont te faire rentrer en prison, et j'espère que tu feras tout pour les éviter au maximum. Donc, tout ça là, je savais. Et je dis à Hoffman panique et tout le reste. Donc, on rentre maintenant chez le juge d'instruction. Elle est même toujours en service. Je ne vais pas citer son nom. Mais la pauvre, elle n'a fait que suivre les instructions aussi. Parce que réellement, si elle s'amuse à contrecarrer une procédure comme celle-là, elle saute, eh bien, elle aura des problèmes. Donc, à un moment donné, mais la seule personne quand même que je tiens responsable, c'est le procureur, parce que le procureur est capable quand même d'être conciliant et de dire aux bourreaux, à nos bourreaux que non, vous aussi, c'est trop fraglant, les gens vont voir. Il peut conseiller. Le procureur doit conseiller les politiques pour dire non, ne faites pas ça, ça peut créer ceci, ça peut créer cela. Et ils peuvent écouter. Je n'avais tué personne. Je n'ai tué personne, j'avais simplement attaqué Yann Ngoulou et j'avais dit des choses vraies, qu'ils sont en train de foutre la merde dans le pays. C'était tout. C'est pas pour ça que j'étais devenu une menace. Parce que je disais la vérité. Donc, on nous envoie au bureau du juge d'instruction. On arrive là-bas. Dès que je rentre, c'est comme si le problème maintenant c'est pour moi. Moi aussi arrivé là-bas, j'ai trouvé Hoffman. Ils avaient des audios qu'ils ont réussi Hoffman. Ils avaient des trucs que tout le reste, que Hoffman a fait ceci, cela. Maintenant, c'est moi qui deviens la star du problème. Quand je rentre dans le bureau du juge d'instruction, le juge d'instruction s'adresse directement à moi. Elle prend les papiers, elle commence à signer et tout le reste, elle signe. Elle dit, Gaël Koumba, oui, vous êtes poursuivi par le procureur. Oh. Je dis, le procureur et moi, on s'est vu où pour qu'il me poursuit. Lui et moi, on a quelque chose ensemble. J'ai dit, ça c'est que, dans le bureau, j'ai dit, ça c'est quelle organisation ça? Là, vous êtes en train de m'organiser, parce que j'ai été obligé de parler l'argot là. J'ai dit, mais là, vous êtes en train de m'organiser. Ça c'est quelle organisation? Oh non, vous êtes poursuivi par le procureur pour outrage au chef de l'État. Outrage au chef de l'État, Ali Bongo, que j'ai soutenu bec et ongle
Pendant qu'il était malade et tout le reste, j'ai fait des choses, j'ai fait ceci, cela et tout le reste. Maintenant, le président lui-même maintenant me poursuit maintenant. Pour outrage, je l'ai insulté où? Vous êtes poursuivi pour outrage au chef de l'État, injure aux forces de police, incitation à la révolte, trouble à l'ordre public, association de malfaiteurs. Oh, association de malfaiteurs. Association de malfaiteurs avec qui? Avec Hoffman. Hoffman et moi, on s'est vu où? Pour qu'on soit en association. On l'a arrêté 2 jours avant moi ou 3 jours avant moi. Je l'ai retrouvé dans les locaux du BE2. Il était dans les PK. Je n'ai pas mis les pieds depuis 2 semaines dans les PK. Maintenant, lui et moi, on est en association dans quoi? Donc, ils ont tout monté dans le PV. Ils ont dit qu'on m'a arrêté dans les PK et que nous étions en train de initier je ne sais quoi. Toujours dans la zone de Moulébidol où le petit qui est mort, est mort habitait. Le Moulébidol. Il y a un bar qu'on appelle le KLM. Il paraît que j'étais au bar KLM et tout le reste avec le bar Hoffman et tout ça. J'ai dit, mais j'ai jamais été là-bas. J'ai jamais été là-bas. Elle m'a dit, vous signez là le mandat de dépôt. J'ai dit, je ne signe pas. Je n'ai jamais signé mon mandat de dépôt. J'ai dit, je ne signe pas ça. Elle m'a dit que vous ne signez pas ou pas, vous allez rentrer en prison. J'ai dit, je m'en fous. Je ne signe pas ça. Je ne signerai pas. Faites ce que vous voulez, je ne signe pas ça. Et je n'ai pas signé ce document-là. Ils ont appelé Hoffman. Après quelques temps, mon avocat est arrivé. Mon avocat est arrivé. Et, comment dire, mon avocat m'a dit, ah, moi, on m'appelle là. Pendant tout le temps que j'ai passé au BE2, ils n'ont jamais appelé mon avocat. Pendant tout le temps qu'on m'a amené au tribunal de 7h jusqu'à 17h, mon avocat, ou jusqu'à 16h, mon avocat n'a jamais été appelé. C'est à la dernière minute qu'on appelle mon avocat, pour dire à mon avocat de venir signer. Et mon avocat me dit à l'oreille, je t'avais dit que les gens là te cherchaient, là ils t'ont eu. Là je ne peux rien, mais qu'il pleuve ou qu'il neige, ils vont t'envoyer en prison. J'ai dit, mais moi je ne signe pas. Il me dit, non, mais ils vont me demander de signer. J'ai dit, signe, je m'en fous, mais ce n'est pas moi. Je ne signe pas. Je ne signe pas ça. Et je suis sorti de là, je n'ai pas signé. Et quand vous avez vu une vidéo qui a tourné partout là et tout le reste, quand on descend et qu'il y a la petite soeur de ma mère comment dire, qui était en train de, comment dire, de se plaindre de tout le reste, je filmais, ils m'avaient interdit de filmer. Je dis, on filme ça. Vous n'allez pas interdire les gens de filmer. On va filmer ça. Et j'ai dit là-dedans qu'il n'y a pas de souci. On a travaillé. Parce que, bon, je me disais, bon, peut-être que le président a repris ses esprits et tout le reste et qu'il va m'écouter et tout le reste. Donc, je m'adressais au président pour dire, bon, je travaillais. Parce que si c'était que les gars là, eux, ils voulaient me tuer à tous les coups. Ils voulaient me tuer à tous les coups. Donc, normalement, je ne pouvais même pas demander clémence aux gars là. Parce que vous allez entendre la suite. Hein, vous allez entendre la suite. Il y a des choses que vous ne maîtrisez pas. Donc, je suis envoyé en prison. Et ces gars-là, on monte, on descend. La haine que j'ai pour ces gars-là. Je souhaite, on dit qu'on ne souhaite pas du mal à son ennemi. Mais à Nourdine et à Yann Goulou, je souhaite qu'ils meurent en prison. Parce qu'ils m'ont fait du tort et ils m'ont fait très mal. Ce n'est pas la prison. Parce que la prison, je suis un homme. La prison, je peux assumer. Même si c'est 10 ans de prison, je vais assumer ça. Et j'ai assumé la prison là. Mais le fait que ma grand-mère, quand je vais en prison, ma grand-mère a atteint d'un cancer qui s'est développé très vite. Ma grand-mère, c'est elle qui m'a élevé. C'est elle qui a tout fait. Ma mère étant militaire, ma mère ne pouvait pas s'occuper de moi et tout le reste. Ma mère m'avait envoyé auprès de ma grand-mère. Et c'est ma grand-mère qui m'a élevé, qui m'a inculqué les valeurs, les vraies valeurs que j'ai aujourd'hui. Je n'ai jamais volé de ma vie. Je n'ai jamais été emprisonné pour vol ou quoi que ce soit, ou comme certains aujourd'hui. Jamais. Je me suis retrouvé dans un commissariat que j'ai fait ceci, cela. Je suis général de Mapane, mais j'ai reçu une très bonne éducation. Je connais le Mapane, j'ai fait toutes les classes du Mapane. Mais à chaque fois que j'ai été arrêté, c'est pour des raisons politiques, jamais vol. Parce que ma grand-mère a bien travaillé. Et cette femme-là, je lui dois beaucoup. Et 2 mois avant que je ne sois arrêté, on m'annonce qu'elle a un cancer. Et je discute avec elle. Elle me dit, il faut qu'on parle. On doit parler. J'ai dit non, je ne veux pas parce que je refusais d'accepter sa maladie. J'ai dit, on ne parle pas. On a tout le temps de parler. Elle m'a dit, non, je n'ai plus assez de temps. On doit parler. J'ai dit, non, on ne parlera pas maintenant. On va parler au moment venu. Il y a tout le temps. Et cette grand-mère-là est morte pendant que j'étais en prison. Et ça là, je ne vais jamais pardonner à Nounou.
ni à Yann Ngoulou. Ils vont mourir en prison. Il faut qu'ils meurent là-bas. Ils doivent mourir là-bas en prison. Et Nono, quand il sortira, il va avoir des problèmes parce qu'on ne va pas le lâcher. On va porter plainte, même si quoi. Aujourd'hui, la France dit que Nono n'est pas français. Je vais laisser une plainte ici, non? Ils ont dit que Nono n'est pas français. Mais je vais trouver tous les moyens, je vais trouver un document de Nono qui prouve qu'il est français. Je vais revenir porter plainte ici encore. Voilà. Donc, normalement, donc eux, ils nous envoient en prison. On arrive en prison. Quand on arrive en prison, on nous rase, on nous met à poil et tout le reste. Bon, vous savez, c'est comme ça la prison. Hein. La prison, quand vous arrivez, on vous met à poil, on vous dit de vous accroupir, de tousser, parce que vous avez peut-être un objet que vous avez mis dans les fesses, et tout le reste, on est rentré, on a fait tout ce qu'il fallait faire. Avec Hoffman, on nous a rasé, lui, il avait les locks, on a coupé toutes ses locks, moi, on a coupé ma barbe et tout le reste, on est rentré en prison. J'avais payé des bouteilles d'eau à derrière la prison, parce que je savais que, voilà, j'ai dit au gars, arrêtez-vous, mais puisque j'étais déjà habitué, j'ai dit, arrêtez-vous, je prends mon pack d'eau, je vais amener mon eau en prison, pour commencer. J'avais mes bouteilles d'eau, j'ai partagé 6 à Hoffman, 6 j'ai gardé. Et puis, on nous a amenés. Hoffman était envoyé aux internés. Moi, j'étais envoyé au CIA, là où Zibi était. Je suis arrivé au CIA, le chef de quartier là-bas, c'est un grand frère qui a grandi dans le Mapan, qui a fait un truc bizarre que je ne vais pas citer là. Et puis, je le trouve là-bas. Lui aussi, il est fâché contre moi parce que la première prison où j'étais, et je ne m'occupais pas de lui, mais en fait, je ne lui ai jamais pardonné de l'acte qu'il a eu à faire. Donc, je ne voulais pas qu'il m'approche. Ce n'est pas parce qu'on est en prison et tout le reste, non. Il a fait un acte odieux, il ne peut pas être, je ne pouvais pas m'occuper de lui. Donc, quand je reviens, il me dit, oui, là, tu es revenu, non? Hein? La première fois quand tu es venu ici, tu m'as snobé. Après, il a demandé à ses gars, bon, donnez-lui le savon et la brosse à dents qu'il aille se laver là-bas. Donc, il m'a pris comme de la merde, il ne voulait pas s'approcher, je m'en fous. C'est mon grand frère, mais moi, je ne le calcule pas et tout le reste. Donc, il m'a envoyé aller me laver. Quand je m'en vais me laver, 15 minutes plus tard, j'entends, non, 5 minutes plus tard, j'entends à la porte du quartier, on colle, ouvrez, ouvrez, faites sortir le général. Oh, j'ai fait sortir le général a encore fait quoi? Ramasse tout pour toi, tu sors d'ici. À peine arrivé, 10 minutes seulement, on me ressort. On dit non, toi, c'est pas ici, on sort. Quand on sort, je dis, hey, merde, j'ai senti où on m'amenait. Là-bas, c'est là où même tous les prisonniers, ceux qui se prennent pour les grands bandits, ne supportent pas. Ils ne font même pas 2 semaines là-bas. Donc, on m'a emmené là-bas. Quand on m'a emmené là-bas, c'était l'annexe. Là où le chien a refusé de boire de l'eau. Ce n'est pas le corbeau, c'est le chien. Là-bas, c'est un mot de chien. C'est-à-dire que c'est là-bas où j'ai appris que quand tu fermes ton chien toute la journée, tu le tortures. Hein? Quand tu enfermes ton chien toute la journée, il est dans une cage, il ne sort pas. Mais c'est une torture morale que tu n'as pas aidé. On ne peut pas dire que le chien est habitué. Il n'est pas habitué. Personne n'est habitué à être enfermé et à ne pas avoir de contact extérieur. Mais nous, on fait ça à nos chiens à la maison. Pendant 4 jours, 5 jours, il est enfermé. Et quand le chien sort et qu'il t'est mort, tu dis que non, il est... Mais non, c'est la colère. On m'a envoyé à l'annexe. Quand je suis arrivé à l'annexe, je suis rentré dans une salle. Et j'ai même une salle, dans une cellule vide. Il y avait un sachet poubelle dedans. Le sachet poubelle noir. On m'a fait rentrer là-dedans. Le directeur de la prison a dit, mettez-le ici. Après, il a dit, oh, mais il n'y a pas de matelas dedans là. Bon, écoutez, il faut me voir d'ici demain ou après-demain pour l'amener un matelas parce que je ne veux pas avoir des problèmes avec les gens des droits de l'homme et tout le reste. Il faut l'amener le matelas. Mais quand même, j'ai dormi une nuit. J'ai dormi une nuit. 2 nuits, je crois. Entre 1 et 2 nuits, il ne faut pas abuser. Parce que je ne veux pas mentir non plus. Donc, j'ai dormi, je crois, 2 nuits ou 1 nuit avec le sachet. Le sachet, là, j'ai découpé ça. Et puis, j'ai pris ça comme drap. Il y avait les moustiques. Et quand je suis arrivé, j'entendais les voix de Okoulou la solution. Il y avait Okoulou la solution. Il y avait... Babla ne parlait pas. Il y avait tous les gars là. Les patriciers et tout le reste, ils posaient la question, qui est rentré là, qui est rentré? Et puis au poste, on disait, c'est le général. Quel général? De Mapan. Oh, mais comment ça? Comment ça le général de Mapan? Quoi, il a des problèmes maintenant avec ces gens et tout le reste. Mais moi, j'étais avec ces gens-là. Je n'étais pas avec eux. Ils ne m'ont jamais accepté. Ils ne m'ont jamais accepté. Jamais accepté. Donc, j'entendais, ils parlaient. Je ne voulais pas parler avec qui que ce soit.
Il me posait des questions à distance parce que là-bas, pour parler avec un détenu, tu cries fort. Tu cries très fort, tu montes, puisqu'on a des bidons, tu montes sur les bidons, il y a des petits espaces là, avec des barres, des barres comme la prison, vous connaissez la prison, donc des trous là avec des barres là, c'est là où vous pouvez venir parler, vous criez fort. Ouais, Bla, est-ce que tu peux m'envoyer un livre là-bas? Il dit ok, j'envoie avec le chef de poste. C'est comme ça. On s'entend loin. Alors, donc eux ils parlaient comme ça, moi je les entendais de loin, mais je ne voulais pas répondre. Je n'ai pas répondu jusqu'à la fin. Jusqu'au lendemain matin. C'est le lendemain matin le matin, parce qu'il y a un truc là-bas, c'est qu'on prend la tension tous les matins, à partir de 7 h. Donc ils sont venus, 6 h, 6h30, vous sortez la poubelle. Je n'avais pas de poubelle parce que je n'avais pas mangé. Donc ils sont venus simplement me prendre pour, comment dire, pour aller prendre ma tension, parce qu'on prend la tension tous les jours là-bas. Là-bas, il n'y a pas de musique. Là-bas, il n'y a pas de radio. Là-bas, tu parles à personne. J'ai fait 11 mois là-bas, presque 1 an. 11 mois et quelques semaines. J'étais prêt à faire 1 an. Alors, là-bas, tu es fermé de jour comme de nuit. Et nous sommes tombés la période où il y avait le Covid, donc il n'y a pas de visites. C'est 6 mois plus tard qu'on va avoir des visites. Et ces visites-là durent 10 minutes. Avec ta femme ou tes enfants, c'est 10 minutes. Mais on a le courrier. Ce qui était bien là-bas, c'est qu'on avait un régime spécial. C'est-à-dire que nos parents pouvaient amener à manger tous les midis. Tous les midis, on nous amène à manger. Mais tu n'as pas de marge pour faire un courrier, répondre à tout. Donc tu réponds vite fait. Et puis demain, tu attends demain, on te ramène à manger et tout le reste. C'était comme ça. Donc, j'ai subi à cause de mes positions. J'ai subi à cause du mapan dont j'ai décidé de porter. Quand des petits rigolos s'agitent par-ci, par-là, que oh, le mapan, les vendeurs de drogue se permettent de parler. Que non, le mapan, hein, nous, on est ceci, on est cela. Vous vendez la drogue, vous tuez la jeunesse et vous voulez vous présenter comme étant des leaders du mapan. Vous n'êtes pas des leaders du mapan. Et ce mapan-là, aujourd'hui, s'il est connu, c'est grâce à moi. Et personne d'autre. C'est moi qui ai créé ça. Et personne ne sera au-dessus de moi. Si je décide de me retirer, ok. Mais j'ai décidé bientôt, je me retire parce que vous me faites chier dans le mapan, là. J'étais dans le mapan, vous voyez où je suis, non? Je suis un exemple de réussite du mapan. Je ne souffre pas. Je suis sorti du mapan. Il ne me manque pas 10 000 tous les jours que Dieu fait. Il ne me manque pas 10 000. Que ceux qui sont à côté de moi disent le contraire. Il ne me manque pas 10 000. Parce que je suis un exemple de réussite du mapan. Alors quand je décide de prendre des gens ou de prendre les problèmes sur mon dos, des petits rigolos là, qui sont là, comment on appelle ça? Et des gens qui sont contre le progrès dans le mapan s'agitent et tout le reste parce qu'ils sont instrumentalisés par des rigolos, des nouveaux petits riches et tout le reste. Moi, je ne suis pas devenu riche. Eh bien, je n'ai pas eu l'argent en volant l'argent du pays. Hein. Je n'ai jamais volé l'argent de ce pays-là. Voilà. Vous volez l'argent, vous allez construire des villas à Kanda et tout le reste. Vous faites les malins, vous dites que vous êtes dans l'opulence. En tant que c'est de l'argent volé, vous avez volé l'argent de ce pays. Moi, je n'ai jamais volé l'argent de ce pays. Alors, ne confondez pas les gens. Alors, bref, c'était une parenthèse. Donc, aujourd'hui, lorsque je vous parle de ma cellule disciplinaire, j'ai subi. Et les témoins, il y a Bla, il y a Herman, il y a Okulu la solution, il y a le petit frère de Bla, Grégory, il y a Patrici qui est mon neveu, mon propre neveu. Patrici, c'est mon neveu. Patrici, les gens ont vu, tout récemment, il s'est marié, ils m'ont vu au mariage. Même certaines personnes qui me détestaient et tout le reste, ils m'ont vu dans le mariage. C'est mon propre neveu, Patrici. Même quand ils étaient aux affaires et que les gens allaient faire n'importe quoi pour le mettre contre moi et tout le reste, il a compris à la fin. Mais c'est tant mieux. Patrici, c'est mon neveu.
ils ont monté contre moi, mais à la fin, il a compris que les gens, ce qu'ils veulent toujours, c'est que dès que ça brille, on vient, on casse les gens les uns et les autres. Il a compris que tonton, tonton, tout ce qu'on disait sur tonton, c'était faux. Il y avait Patrici, il y avait Ike Ngoni. J'étais dans la même cellule que bien d'autres prisonniers. Donc, ils savent que j'ai travaillé ma prison. Et j'ai travaillé la prison la plus dingue de la prison centrale. C'est ce qu'on appelle la prison disciplinaire, l'annexe. L'annexe 1. Ça, c'est après, là-bas, on t'envoie où? Voilà pourquoi je disais souvent à certaines personnes que, bon, après, ici, vous allez m'envoyer où? Qu'est-ce que je n'ai pas subi dans ma vie? Kidnapping, ou, comment dire, on me met en cellule, on me met ceci, c'est là. Qu'est-ce que je n'ai jamais subi de mal dans ma vie? Qui va me faire peur aujourd'hui, là? Qu'est-ce qui peut bien me faire peur? Plus rien ne me fait peur. Et je me permets quand même aujourd'hui de dire, vous voyez comment on envoie des gens en prison. On m'a envoyé. Pendant 6 mois, je n'avais pas droit. Pendant 6 mois, aucun juge d'instruction n'est venu me questionner. J'ai demandé une liberté provisoire pour aller assister à l'enterrement de ma grand-mère. Ils me l'ont refusé. Quand j'ai demandé ça, le lendemain, ils m'ont notifié par un courrier. Et dans la notification, on me donnait encore 6 mois. Oui, effectivement, Philippe Arsène Ovono, tu étais mon voisin de cellule. On avait même un système de communication qu'on ne veut pas dire là. Parce que sinon, on va trahir les autres. On arrivait quand même à communiquer, ça dépend. Ça dépendait de certaines choses que je ne veux pas citer là. Voilà, parce que c'est les secrets des prisonniers, on ne cite pas ça. On ne sort pas ça. Je pouvais parler avec mon petit frère, Philippe Arsène. Il était mon voisin. Étant donné que je ne mangeais pas de viande et tout le reste, lui et moi, on partageait les plats. Quand je recevais la viande, je devais l'envoyer ça. Et puis, les légumes, je gardais les légumes. Philippe Arsène Ovono, il sait. On sort de loin. Quand il y a des gens aujourd'hui qui veulent parler des choses, qui veulent dire que eux, ils ceci, eux, c'est cela, nous, on a subi des choses que personne n'a subi encore. Alors donc, que certaines personnes qui n'ont jamais subi la prison, qui n'ont jamais subi ces injustices-là, se taisent ou laissent les gens qui ont la possibilité de parler. Parce que comme on dit, pourquoi tu veux parler? Parce que les autres... Non, je parle parce que j'ai décidé de parler. Je ne parle pas parce que les gens me demandent de parler. Et j'ai dit le B2, le président, là je m'adresse au président de la République, j'ai dit, monsieur le président, fermez le B2. Nous allons faire une pétition pour que le B2 ferme. Mais on ne peut pas fermer le B2, on va fermer le B2 pour des civils. Plus jamais. C'est vrai, le jeune Bunda, c'est un militaire, mais je crois que cette action va amener à ce que, normalement, désormais, on respecte le droit de tous les citoyens, qu'ils soient militaires ou civils. Mais nous allons fermer la section civile au B2. Plus jamais un civil va aller au B2. Plus jamais. Nous allons faire une pétition. J'arrive bientôt sur Libreville. Je vais faire une pétition. On ferme le B2 pour les civils. Aucun civil ne doit mettre les pieds au B2. Si un civil est arrêté, il y a la PJ, il y a la DGR, encore que bon, la DGR aussi, il y a une section là-bas qu'il faut arrêter. Les services spéciaux, vous allez régler vos problèmes là-bas entre spéciaux, parce que nous, on n'est pas des personnes spéciales. Donc, je réglais ça entre vous-même, les personnes spéciales, et la DGR, c'est la gendarmerie et tout le reste. Laissez les OPJ faire leur travail normalement. Maintenant, si vous voulez rentrer dans les micmacs, vous vous arrangez avec tous ceux qui ont le même système que vous. Le B2, si vous voulez vous faire un grand bloc entre le B2 et les services spéciaux, DGR spécial aussi, donc parce qu'il y a une partie de la DGR qui revient aux populations, qui revient réellement aux officiers de police judiciaire pour les civils que nous devons garder. Parce que la DGR, c'est la gendarmerie et tout le reste. Maintenant, le côté spécial là, vous gardez vos côtés spéciaux là. Vous gardez ça. BD spécial, services spéciaux, DGR, le côté spécial, vous gardez ça. Vous nous laissez, vous nous libérez la justice, vous nous libérez les forces de l'ordre qui sont au service du peuple. Et ceux qui veulent faire dans l'amalgame ou dans la mafia, vous créez votre groupe de mafieux. C'est pareil pour les services spéciaux aussi. Il y a des services spéciaux aussi qui travaillent réellement pour les gens là-bas et tout le reste. Maintenant, ceux qui veulent faire la mafia, vous créez aussi le groupe de mafia. Vous faites, comme ça, on sait que là-bas, on ne met pas les pieds haut. Si tu mets les pieds là-bas, tant pis pour toi. On va faire une pétition.
Plus jamais un jeu, plus jamais un civil va mettre les pieds au BE2. Parce que le BE2 là, j'ai pris que, quand je reviens même, arrêtez-moi encore, arrêtez-moi. Arrêtez-moi. Je vous jure que même, je vais tenter même un suicide là-bas dedans. Et je vous jure que si je meurs au BE2, on va brûler votre BE2 là. Vous êtes dans ma panne à Bellevue 2. Vous connaissez Bellevue 2, tout le monde va sauter. Apostrophe, AKB, Bellevue 1, Bellevue 2, plein ciel, à ONG. On va rentrer là-dedans là. On va tout casser. On va tout casser. Vous croyez que quoi? La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Vox populis, vox Dei. Ça, si vous ne connaissez pas ça, nous on sait ça. C'est la raison pour laquelle vous venez nous arrêter tout le temps, non, parce que vous savez. Vous savez. Donc, pour revenir à ce que je disais que ce n'est pas bien ce qui s'est passé là, ce n'est pas bien. On ne peut pas torturer quelqu'un. Et au regard de ce qui se passe, c'est que si réellement c'est une affaire de bijoux et tout le reste, quand vous regardez les hématomes qu'a ce corps-là et tout le reste, les marques, vous savez très bien que le gars, on l'a torturé jusqu'à un degré qui n'a pas parlé. Et si quelqu'un le torture jusqu'à ce niveau et qui ne parle pas, c'est que ce n'est pas lui. C'est qu'il était innocent. Et là, vous allez payer la mort d'un innocent. Vous allez payer la mort d'un innocent. Vous-même, vous savez, quand vous attrapez les gens dans votre BE2 là, il y a des gens parmi ceux qui se prennent pour des leaders dehors là. Quand vous les attrapez, ils arrivent là-bas, ils commencent à trembler. Même pas encore torturés, ils disent déjà tout. Mais vous avez un militaire qui a volé, qui a fait quoi que ce soit, qui arrive dans vos locaux. Vous commencez à le torturer, vous savez si c'est lui ou c'est pas lui. Mais pourquoi vous croyez que parce qu'il est militaire que vous devez aller jusqu'à l'extrême de la torture pour sortir la vérité? Maintenant que vous n'avez pas sorti la vérité, qu'est-ce qui se passe? Vous allez remplacer cet enfant-là. Vous allez le donner à sa famille. Vous allez le donner à sa famille. Donc, c'est qui? Donc, ce que je dis aujourd'hui, c'est que, bon, ça fait déjà près de bientôt 1 heure déjà que je suis en train de parler. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est un ras-le-bol. Ndomba Zoé. Ouais, non, mon frère, il y a des moments où, tu sais, quand on est révolté, on est obligé parfois de monter et de s'énerver. Moi, là, je veux parler calmement. Moi, j'ai subi plein de choses. J'ai subi une multitude d'arrestations. J'ai subi une multitude d'arrestations avec ce service de BE2. Et le BE2 n'est pas sérieux. C'est un service pas sérieux. Et ça, je vous jure, le BE2 n'est pas sérieux. Le BE2 n'est pas sérieux. Le BE2, c'est un endroit pas sérieux. C'est la Gestapo. C'est un endroit qui ne respecte pas la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il traite les gens comme des animaux. Et tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a 2 semaines seulement, 2 ou 3 semaines, j'ai été arrêté par le BE2, malgré le fait que le président de la République m'avait, comment dire, présenté devant tout le monde. J'ai été encore arrêté. Et on allait me poser des questions, comme d'habitude, des questions bidons. Et je me demande même que quel genre de renseignement ces gars-là font même. Quel genre de renseignement ils font quand ils vous posent des questions à 2 balles. Quel genre de renseignement? Vous prenez vos renseignements dans les bars. C'est dans les bars que vous prenez vos renseignements. Et une institution qui se respecte, un service qui se respecte, direction de la contre-ingérence, de ceci, cela, ouais. Mais franchement, si les informations, c'est les informations de boutique, de chez le boutiquier ou dans les bars, franchement, je me demande on est où? La preuve, c'est qu'il y a des gens qui sont recherchés que vous n'arrivez même pas à trouver. Il paraît que vous êtes dans le renseignement. Vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un qui a disparu dans Libreville, qui est certainement peut-être quelque part caché. Vous n'arrivez pas à trouver cette personne-là. Et vous touchez de l'argent gratuitement. On vous donne de l'argent pour renseigner la République. Mais vous êtes incapable de trouver quelqu'un qui a disparu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Excusez-moi, mais vous n'êtes rien. Tuez-moi, si vous voulez. Tuez-moi. Mais il n'y a rien qui puisse se passer dans ce pays-là qu'on ne saura pas. Le jour où on saura ça, mes éléments viendront tuer toute votre famille. Et c'est comme ça que ça va se passer. Toute votre famille sera tuée. Tuez-moi.
Arrêtez-moi, j'arrive bientôt là, venez m'arrêter, faites ce que vous voulez, je m'en fous. Voilà. Et ce que vous avez fait, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Et c'est de nombreuses bavures. Vous passez de bavure en bavure, bavure en bavure, bavure en bavure. Mais malgré ça, toujours vous êtes là. Mais j'espère que cette fois-ci, le président de la République va prendre des mesures fortes pour un peu régler ce problème-là au niveau de BE2. On ne peut pas vous demander tout d'un coup de tout arrêter. Mais si vous allez à l'extrême, vous allez tout arrêter par la pression du peuple. Parce que le peuple va tomber là-dedans. Il va tout brûler. Il n'y a pas un endroit. Le peuple a brûlé l'Assemblée nationale. Ce n'est pas le BE2 qu'on ne peut pas brûler. Le peuple a brûlé des édifices ici. Dans les années 90, c'est tout le reste. Et on a brûlé des choses. 93, ils ont brûlé. Ce n'est pas le BE2 qu'on ne peut pas brûler. Que vous êtes quoi? Là, le seul endroit qu'on aurait peur, peut-être, ces gens, la GR, ils ont les armes, ils ont tout. Vous avez quelles armes au BE2? Vous avez quelles armes au BE2? Vous pouvez contenir une masse de 1000 personnes ou 2000 personnes pendant 2 jours. Vous pouvez. On va rentrer là-dedans, on brûle tout. Vous ne pouvez pas vous permettre de traiter les gens comme ça. Même si aujourd'hui, l'exemple, c'est un militaire. Et même si c'est un militaire, vous ne traitez pas les gens comme ça. Mais les civils, vous les traitez aussi souvent comme ça. Est-ce que c'est normal? Nous, on est militaires. On n'est pas militaires. Et là-bas, le BE2, qu'est-ce qu'un civil va faire au BE2? Pour moi. Moi, je ne sais pas. Il faudrait qu'on nous remette le code, je ne sais pas quoi. Qu'on nous remette le code pour que je vois. C'est qui ça? Lou. Et qu'on nous remette le code. Qu'on nous remette un code pour qu'on sache normalement quelles sont les prérogatives du BE2. Est-ce que le BE2 a pour mission d'arrêter les civils? Et comment? Hoffman, salut à toi là. Tu es là. Si tu veux même intervenir, même tu interviens, tu me lances le truc, tu viens parler. Parce que toi, tu es une victime aussi du BE2. Tout comme Philippe Arsène. C'est qui là? C'est qui? Oui. Oui. Attendez un instant. Oui. Ouais, donc, voilà. Je disais, revenir, excusez-moi, j'avais un truc. Donc, je disais que, voilà, une chose est sûre et certaine, c'est que Hoffman, Philippe Arsène, Jeff Blampin, Bla, tout le reste, ils ont subi plein de choses. Bon, après, chacun a peut-être ses motifs et tout le reste. Mais nous qui avons été exemple des personnes qui avons dénoncé certaines choses, donc les leaders politiques et tout le reste, on sait qu'on nous a arrêtés toujours à tort. Et on sait que le BE2 abuse de certaines choses. On le sait très bien que le BE2 abuse. On ne peut pas être dans une unité, arrêté dans une unité où aucun membre de notre famille n'a le droit de nous voir, où normalement aucun avocat n'a le droit de mettre les pieds. Donc, Monsieur le Président, nous allons faire une pétition. Plus jamais un civil va rentrer au BE2. Et puis, vous-même, vous allez régler ce problème de traitement ou de respect des droits humains. Parce que le BE2, on ne respecte pas les humains là-bas. Ils prennent des gens pour des animaux. Et j'espère que ceux qui ont participé à la torture et à la mise à mort de ce soldat vont payer le plus cher de leur vie. Donc, je crois que j'aurai une autre occasion peut-être d'exprimer un certain nombre de choses, mais aujourd'hui, j'ai voulu parler de Bunda, donc le soldat qui a été tué par torture et tout le reste. Donc, normalement, ce que je dis aujourd'hui, c'est que le BE2 devra revoir sa méthode ou ses méthodes. Et, Monsieur le Président, prenez vos responsabilités. Et je remercie le fait que vous êtes allé au chevet de cette famille pour compatir et amener à comprendre à cette famille que vous n'êtes pas à l'origine de tout ça là parce qu'il y a des gens qu'il faut parfois, je ne sais pas s'il faut créer une classe élémentaire pour, n'est-ce pas, leur éduquer et les montrer le b.a.-ba de tout ce qui est organisation. Parce que pour la plupart, il y a ton nom, il y a votre nom qui se balade à gauche. Oh, les gays, oh non, c'est ça. Oh, voilà, on a fait ça. Ça n'a rien à voir avec la gestion de la transition. C'est des méthodes qui existent depuis longtemps. Et ces méthodes-là, nous le connaissons. On sait qui
qui fait quoi et qui fait je ne sais quoi. En fait, qui fait quoi dans cette affaire, on sait quelles sont les personnes qui se prennent pour Dieu ou qui se prennent pour je ne sais quoi au niveau du BED. On les connaît. On les connaît tous. Et le président fera la lumière là-dessus. Je vais m'arrêter parce que je vais faire la route. Il y a ma femme qui me demande de se presser. Je vais refaire la route. Je vais repartir sur Paris. Donc, de toutes les façons, j'ai voulu partager une expérience aujourd'hui. Une expérience que moi-même j'ai vécue et que plusieurs personnes, comme j'ai cité, Hoffman, Philippe Arsène, Jeff Blancpain, Ondimba, l'autre et tout le reste, ils ont subi ça. Les leaders d'opinion. Parce que quand les leaders d'opinion se retrouvent même dans des endroits comme ça, on se demande qu'est-ce que nous on fout là-bas? Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Et on ne respecte aucune procédure légale. Les procédures judiciaires ne sont pas respectées. Voilà pourquoi je vous disais que il est mieux quand on vous arrête et qu'on vous envoie à la police judiciaire, soyez contents. Parce que là-bas, ils vont appliquer le droit. Même s'il y a des petites manigances et tout le reste, ça existe partout. Mais ils vont appliquer le droit. Si vous avez raison, vous en sortirez. Mais si on vous envoie au BE2, il faut commencer à prier. Parce que si tout est ficelé, je vous jure que vous n'allez pas sortir de là-bas. Vous allez sortir de là-bas, ce sera la prison centrale. Ce sera à la prison centrale que vous allez sortir, pas au BE2. Parce qu'ils vous feront tout pour vous amener jusqu'à la prison. Donc, voilà, je vais terminer le live en disant au président, ça c'est mon dernier mot, je dis au président, monsieur le président, vous avez une transition à terminer et une élection certainement à préparer. Même si vous ne vous êtes pas prononcé, moi et mes frères, nous savons et nous voulons que vous soyez le président, le futur président de cette République. Et si vous devez être président de cette République, il est temps que vous essayez d'assainir tous les mauvais comportements autour de vous. Que celui qui fait quelque chose assume. Que celui qui pose un acte assume. Et soit puni par la loi. Laissez la justice travailler et que tout ce monde-là soit arrêté et qu'il paye. Parce que une vie de plus encore, c'est véritablement regrettable. Et ce sera à qui le tour? Moi, personnellement, je voudrais que ça soit moi. Parce que le BE2-là, on va le brûler à la fin. Parce que ce BE2-là qui ne respecte pas le droit humain, logiquement, c'est un endroit qui mérite d'être fermé. Au-delà de l'utilité qu'il a. Et qu'il joue souvent aussi. Parce qu'il faut dire la vérité, comme je disais, qu'il joue quelquefois un bon rôle dans le fait de régler des conflits entre militaires et civils et tout le reste. Mais en dehors de ça, son côté obscur de la torture, des arrestations arbitraires, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Parce que moi-même, j'ai été victime, il y a 2 semaines seulement, ils m'ont arrêté de 10 h à 19 h, cagoulé avec 2 cagoules. J'ai tout fait. Et menotté de l'arrière. Malgré le fait que vous et moi, nous nous sommes vus et qu'on a parlé et tout le reste, et que j'ai décidé de vous suivre. J'aurais été quelqu'un de bizarre, j'aurais pensé que mais le président veut quoi? Et puis demain, on va me dire encore que mais lui, il est versatile. Aujourd'hui, il dit oui, demain, il dit non. C'est de tels comportements comme ça. Je suis avec le président, vous venez m'arrêter. À la fin, qu'est-ce que vous me cherchez? Vous cherchez quoi? Donc, monsieur le président, tout ça là, c'est dans le but de vouloir vous nuire. C'est dans le but de vouloir nuire votre candidature, votre future candidature. Alors, soyez ferme, monsieur le président. Soyez ferme. Et que ceux qui ont fait ça doivent payer tous, cette fois-ci. L'impunité, l'heure de l'impunité est terminée. Bâtissez un Gabon nouveau, où tous les Gabonais se retrouveront, où tous les Gabonais n'auront plus peur de quoi que ce soit, où la justice sera impartiale. Sur ce, je vous dis au revoir. Oui, Hoffman, fais ton direct aussi et que les gens aillent écouter ce que tu as dit là-bas concernant le BE2. Il faut le faire. Philippe Arsène, il est au palais, il ne peut pas parler du BE2. Mais allez-y. Parlez, parlez. Il faut parler, c'est vous qui devez parler. Il faut parler, il faut dire que le BE2, c'est des sanguinaires. Le BE2, c'est des gens qui ne respectent personne. Ils traitent les gens comme des animaux. Et tous ceux qui ont fait ça doivent payer. Je vous remercie. Au revoir. Et déjà à tous, bonne heureuse année. Joyeux Noël encore pour certains.
Allez, ciao, ciao. C'était Gaël Koumba Ayuni.